Épisode 86, au cours duquel les conciliabules vont bon train sur l'Olympe. Résumé de l'épisode précédent. Un banquet est donné pour fêter l'adoption d'Héraclès par Héra. Pan a dit à Artémis qu'Héraclès s'habillait en femme. Celui-ci raconte le jour où il a joué à échanger ses vêtements avec Omphale. Sur la terrasse de l'Olympe, la voix grave d'Héraclès poursuivait ses confidences. Dans la nuit, Pan s'est introduit dans la caverne où nous nous étions endormis. À tâtons dans le noir, il a cherché la couche d'Omphale. Il a soulevé les couvertures et ses doigts ont reconnu la soie de la robe. En tremblant, il a essayé de se faufiler dans ce lit. Évidemment, il m'a réveillé en se glissant ainsi contre moi. J'ai donné un grand coup de pied. Pan a été projeté violemment contre la paroi de la grotte. Tu l'aurais entendu, Glapire. Son cri a réveillé Omphale. Nous avons allumé une torche. En découvrant Pan, recroquevillé au fond de la caverne, en train de frotter son dos endolori, nous avons explosé de rire. Oh, tu n'imagines pas. Je n'ai jamais ri d'aussi bon cœur. Depuis, Pan me déteste. Il ne m'a jamais pardonné cette humiliation, il raconte partout pour se venger que je ne suis pas un homme. Artémis sourit, heureuse de voir Héraclès si naturel et détendu. C'est alors qu'une haute silhouette s'approcha d'eux. Comment allez-vous, mes chers enfants ? Zeus venait de les rejoindre. Aussitôt, Héraclès se redressa, crispé. Pourtant, Zeus n'était que tendresse paternelle ce soir-là. Es-tu content, mon fils ? À partir de maintenant, tu accueilleras chaque arrivant sur l'Olympe. Tu t'occuperas de les aider à décharger leurs affaires, tu conduiras leur char à l'écurie. La mission de portier te permet d'être au courant de tout ce qui se passe ici, et tu n'auras plus aucun ennui avec ta belle-mère. Héraclès grogna un vague remerciement. Artémis lut la déception sur le visage du dieu des dieux et s'empressa de détourner son attention. Père, j'étais venu pour que tu m'éclaires. J'ai entendu une prophétesse annoncer l'extermination des Troyens par les Grecs pendant cette terrible guerre de Troie. Tu nous as demandé de ne pas nous emmêler et je t'obéis. Mais ma nature est de venir au secours d'un peuple quand sa survie est menacée. Que se passe-t-il vraiment ? À ces mots, un pli soucieux barra le front de Zeus. Tu as raison, hélas, ma chère Artémis. Comme tu le sais, notre temps à nous les dieux ne s'écoule pas au même rythme que celui des humains. Depuis que tu as quitté Troie, presque 10 ans ont passé. 10 ans de massacres, de combats sanglants et inutiles. Le siège de la cité n'en finit pas et les victimes se bousculent aux portes de chez Hadès. Un jour, les Grecs prennent l'avantage, le lendemain c'est le tour des Troyens. Et l'Olympe est en ébullition permanente, car les dieux ne cessent de se chamailler à ce sujet. Artémis l'écoutait avec attention. Elle lui demanda « Mais toi, de quel côté es-tu » Zeus eut un sourire gêné. « Oh, moi, j'essaie de ne pas prendre parti et de calmer les dieux qui veulent tous en découdre. Ma femme la première. Je souhaiterais que ce bain de sang s'arrête enfin et je vais tous les jours au sommet du mont Ida pour m'assurer que les dieux obéissent à mes consignes et ne s'en mêlent pas. Reste à l'écart de cette bataille tant que tu le pourras, ma fille. » Artémis resta pensive un instant, puis elle dit « Père, si cela ne dégénère pas en carnage, je ne m'en mêlerai pas. Mais si les Troyens sont massacrés, je me rangerai de leur côté pour tenter d'en faire échapper quelques-uns. » Zeus n'eut pas le temps de lui répondre, car les muses arrivaient en chantant, précédant Héra. Elles envahirent la terrasse comme une nuée de petits oiseaux s'abattent sur un verger. Héra, tout sourire, prit Zeus par la main droite, Héraclès par la main gauche et les entraîna dans une joyeuse sarabande. Artémis se retrouva seule dans le noir. Elle se glissa sur le sol, s'assit en tailleur, comme lorsqu'elle s'installait au pied du grand chêne près de la caverne de Chiron. Elle aimait sentir la rugosité de l'écorce contre son dos à travers la fine étoffe de sa tunique. Une grande sérénité l'envahissait alors. On aurait dit que l'arbre lui transmettait son énergie. Mais ce soir, elle ne sentait que la dureté de la pierre et la froideur des étoiles. Soudain, 2 ombres enlacées se faufilèrent sur la terrasse, sans remarquer sa présence. « Je ne te comprends pas, ma chérie, pourquoi as-tu accordé ton aide à Héra » disait une voix grave. « Elle soutient le camp adverse. »« Avais-je le choix » s'exclama une voix féminine. « Elle est la plus puissante ici après Zeus. Athéna lui a bien tissé une robe splendide. Elle n'a pas pu refuser non plus. » Les 2 ombres cessèrent de parler pour échanger un long baiser. Artémis avait eu le temps de reconnaître Arès et Aphrodite, les éternels vieux amants, qui se cachaient si peu et si mal d'Héphaïstos, l'époux légitime. Elle fut dépitée de voir qu'Aphrodite était retournée dans les bras d'Arès après sa grande passion pour Anchise. « Il paraît qu'Héra a passé des heures enfermée dans sa chambre secrète, celle que ton mari lui a bâtie avec une serrure inviolable. Et que faisait-elle donc » dit Arès. « Tu sais bien que personne ne peut y entrer, répondit Aphrodite. Mais lorsqu'Héra est venue me retrouver, j'ai vu qu'elle avait frotté tout son corps avec de l'ambroisie, qu'elle l'avait enduit de parfums suaves et mis de l'huile sur ses longues tresses pour les faire briller. » Arès s'entêtait. «
Et tu lui as prêté ta ceinture d'amour pour la nouer à sa taille, comme ça ?» Aphrodite haussa les épaules. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de ma ceinture de séduction pour aider Thétis qui a des problèmes de couple. Je ne pouvais pas faire autrement. Arès secoua la tête. Héra est une reine quand il s'agit de tromper son monde. Je n'y crois pas une seconde. Artémis non plus n'y croyait pas. Que pouvait bien mijoter la femme de Zeus ? À suivre.